Bonjour, bienvenue sur TV d'ici. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous le savez, nous recevons régulièrement des personnalités de la région, des personnalités de Neuve-Maisons, de Moselle et Madon. Et nous recevons aujourd'hui une grande personnalité et merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Nous recevons Dominique Potier. Dominique Potier, bonjour. Bonjour et merci à vous, Frédéric. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que on vous connaît. Naturellement, vous êtes un acteur essentiel en tout cas. Pour celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, on va peut-être mieux apprendre à vous connaître. Et c'est ce sens-là, cette interview, parce que il est bon, en tout cas très agréable pour nous, en tout cas de vous recevoir encore une fois, et puis eh bien mieux vous connaître, c'est important. Dominique Potier. Alors j'ai beaucoup de questions. Je vais essayer, en tout cas, sur le temps qui m'est imparti, de vous poser un maximum de questions. Et dans cette interview sans filtre, j'ai envie de vous dire, Dominique Potier, déjà, on peut dire que vous êtes un vrai Toulois. Oui, mais je suis un peu de Neuve-Maisons, franchement. Alors, on va en parler justement. Est-ce que je me trompe en disant que vous êtes né le 17 mars 1964 à Toul? C'est juste. C'est tout à fait juste. Très bien. Alors, pour cette petite présentation, je crois savoir que vous êtes agriculteur. C'est bien de le dire. Et naturellement, on vous connaît davantage sur cette casquette d'homme politique français, j'ai envie de dire. Vous êtes membre du Parti socialiste. Alors ma première question, est-ce que la politique vous a passionné déjà depuis très Depuis tout jeune? petit. Depuis Oui. tout petit. Je tiens d'un grand-père qui était paysan, mais absolument passionné des affaires publiques. La gloire de sa vie, c'est d'avoir été juré dans un jury d'assises. Et il était passionné par tout ce qui était la vie politique. Il passait son temps à écouter la radio, à lire les journaux. C'est le grand-père Charles de Bagneux et il paraît que je lui ressemble. Voilà, donc le virus du politique, une famille qui avait le goût des autres, le goût de l'engagement, le goût du Oui. service. Mon papa était paysan, mais aussi chef de corps de sapeurs-pompiers, engagé dans la commune, dans la coopérative. Ma maman était engagée dans la paroisse, dans la vie sociale également du territoire. Et puis, un lieu, une maison qui accueillait l'étranger, les personnes en difficulté, donc l'apprentissage de la vie dans cette générosité et cet engagement qui était une sorte de seconde nature. Et enfin, une école de la République et un mouvement d'éducation populaire qui a cultivé ce goût des autres et ce goût des aventures collectives. Alors je le rappelle, hein, vous êtes élu dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes élu depuis 2012, premier mandat. Vous êtes représenté en 2017, réussite également, et donc 2022, les élections qui arrivent dans quelques jours. Mais avant tout ça, il faut savoir aussi que vous avez été maire. C'est bien de le rappeler, maire à Les-Saint-Rémy, c'est ça. Vous avez été maire de 2001 à 2014 exactement. Vous avez arrêté le 5 avril 2014. Je n'étais pas là, mais j'ai mes fiches. Donc vous avez été maire 13 ans et un mois. Ouais. Alors, avant d'aller plus loin dans cette interview, vous êtes aujourd'hui député, vous avez été maire. Cette proximité qu'un maire peut avoir avec ses électeurs, ses électrices, avec les Françaises, avec les Français, est-ce que cette proximité-là ne vous manque pas en étant aujourd'hui député? Elle me manque effectivement et il m'arrive de penser une retraite politique, une retraite tout court, hein, comme un temps où je mettrais à chaque fois à nouveau un prénom sur chacun des visages des gamins de l'SRMI. Voilà, donc moi je ne suis pas nostalgique, mais j'aspire à retrouver cette proximité. Je n'ai pas vraiment rompu, je crois que les gens Oui. du village me connaissent bien et Vous êtes un homme de terrain. dimanche, je serai au vide-grenier de l'SRMI, ce sera Oui. mon premier moment de convivialité où je retrouve les gens du village. Je crois que oui, on s'aime bien, mais j'ai moins de temps à passer au village. Et je suis jamais si heureux que quand je bricole un peu la maison, si je fais mon bois ou si je fais des choses comme ça, et que je croise Bien sûr. des habitants et qu'on peut échanger sur des choses toutes simples. J'aspire vraiment, j'ai des goûts très simples, hein, et bricoler, jardiner, donner un coup de main au village, à la ferme ou à la maison est vraiment pour moi quelque chose que je recherche. Et c'est autant d'occasions d'échange
avec Bon. les gens qui m'ont vu naître et grandir. Voilà. Vous reprenez de l'énergie lorsque... Ah oui, moi j'ai besoin de Ouais. matière. Ouais. Ouais, tout à fait. J'ai gardé ça de paysan en tout cas. Alors, alors, on parle d'agriculture. Alors, c'est vrai que vous avez fait des études agricoles, hein, Oui, l'essai agricole, ouais. voilà. J'ai pas fait Sciences Po. Il y a Oui, beaucoup mais- de gamins qui, quand je vais dans les écoles, ça ils me demandent qu'est-ce qu'il faut faire comme étude pour être député. Je dis s'il n'y a pas d'études pour être député. Moi, je leur dis que j'ai fait l'enseignement technique. Après, c'est vrai que étant paysan, il m'a manqué ce qu'on appelle un peu les humanités, et j'ai repris des études. Oui. De géographie, un peu de théologie, enfin j'ai repris un peu d'études. J'avais une soif de connaissances qui n'avait pas tout à fait satisfait l'excellent enseignement agricole. Donc j'ai repris un petit peu d'études. Voilà. Mais justement, entre le monde agricole, l'agriculture, ces terres et le fait d'être député, c'est un virage qui Non, c'est est... une sorte de continuité. Ouais, C'est une sorte de continuité. Moi, je crois beaucoup aux racines populaires et du monde du travail, aux racines touloises qui sont élargies, bien sûr, à l'ensemble de la circonscription. Je me sens aujourd'hui du Thieu-Courtois, je me sens de l'Yverdun, de Neuf-Maisons et du Saintois, de Colombay, ça va sans dire, où j'ai des racines familiales également. Donc, dans tout ce territoire, il y a, je pense, souvent cette chanson de Barbara qui m'habite et que chaque fois me touche beaucoup. C'est ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. Il y a quelque chose de ce lien au territoire qui relève un petit peu de ça. C'est-à-dire que il n'y a pas, j'ai pris l'habitude de rendre compte de mon mandat dans chacune des 180 communes de la circonscription. Et ce parcours qui prend entre 5 et 6 semaines et une rencontre des paysages et des visages qui me touchent beaucoup. J'ai maintenant quelques habitudes, une connaissance ouais, des personnes et des lieux. Et c'est une très belle pérégrination, en ouais. tout cas qui m'habite profondément, qui me nourrit. Mes combats nationaux sont profondément enracinés dans une culture populaire et dans l'amour du territoire. Alors justement, vous parlez de vos combats nationaux, c'est un beau tremplin pour cette question qui nous intéresse, qui intéresse tout le monde. C'est quand vous parlez des combats nationaux, j'ai envie de vous parler de ce que vous faites Ouais. à l'Assemblée nationale. On vient de parler un instant de la proximité, de la terre, euh, des Françaises et des Français. Et il y a vous, avec votre casquette, si je puis dire, de député. Lorsque vous êtes à l'Assemblée nationale, j'ai cru relever quelques informations, notamment sur ce qui était pour vous, en tout cas, vos principaux dossiers, entre guillemets, hein. Vous allez me dire si je me trompe. On sent que vous êtes vous aimez la terre, vous aimez le milieu agricole, et justement à l'Assemblée nationale, vous êtes dans des dossiers de l'équilibre dans le secteur agricole et alimentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un Oui, mot? deux combats agricoles qui sont, encore une fois, touchent à sa victoire. Mais peut-être une précision, hein. Oui, J'étais hier dans l'entreprise Vika à Xeuillé, tout près d'ici. Je serai mardi, je crois, à la SAM. J'ai visité trois entreprises du bassin néodomien. J'ai une passion pour l'artisanat, l'industrie, les nouvelles technologies comme l'industrie lourde qui est sans faille. Et je me sens dans ces espaces industriels et dans le monde de l'économie, j'ai envie de dire comme chez moi. Et je crois que les chefs d'entreprise et les syndicalistes et les équipes de ces entreprises le savent. J'ai une très grande proximité avec le monde de l'économie dans sa diversité. Et j'ai terminé donc la tournée des 180 communes il y a maintenant 15 jours. Et depuis 15 jours, je suis à la rencontre de ces entrepreneurs, de ces équipes de salariés. Et je suis comme un poisson dans l'eau. Je veux dire, je ne suis pas que paysan. Mais sur le plan des questions agricoles, qui sont des questions qui ne sont pas que des questions de corporation, qui sont des oui, questions essentielles pour l'avenir de l'humanité. On voit les enjeux de bien sécurité sûr, alimentaire, bien sûr. de changement climatique notamment. J'ai deux sujets qui peuvent peut-être vous intéresser, Frédéric. C'est le premier, c'est la question du partage de la terre. On a une forme de dérégulation, de libéralisation du marché foncier qui avait été organisée après-guerre pour qu'on favorise une agriculture à taille humaine, une agriculture de ferme plutôt qu'une agriculture de firme. Et cette agriculture-là, de polyculture élevage, chez nous, on fait une diversité de cultures, de l'élevage et tout ça est très bien articulé. Elle est en danger aujourd'hui par un phénomène de libéralisation du marché foncier. Les fermes grossissent, elles s'enrichissent, mais elles appauvrissent le territoire. Donc il faut assurer le renouvellement des générations et pour ça, il faut réorganiser un contrôle et un partage du foncier qui ne sera jamais une marchandise comme les autres. Ça, c'est un de mes combats à l'Assemblée. Je pense être celui qui l'a amené à l'Assemblée et qui veut continuer à le porter. Un deuxième sujet, c'est nous affranchir des pesticides.
En 1950, on a développé des solutions de chimie pour produire, pour nourrir la France et tout le Oui. monde était d'accord et ils ont souvent bien fait. À Parce que l'époque, tout le monde disait que c'était bien. c'était la priorité. On Oui. en mesure aujourd'hui les dangers sur la santé humaine, sur la santé des sols, sur une seule santé, parce que tout est lié finalement. Et je fais partie de ceux qui ont produit, il y a maintenant 5 ans, un rapport qui fait référence, qui est le rapport de sortie des pesticides. C'est un combat que je n'ai jamais lâché. Je suis particulièrement fier d'avoir organisé, par exemple, les fonds et les méthodologies qui permettent d'aller étudier une molécule, même après sa mise sur le marché, et de la retirer le cas échéant. Ça a été le cas du métam-sodium sur la mâche nantaise. Il y a 12 autres molécules qui sont en examen grâce au processus que j'ai initié il y a maintenant 5 ans. Je suis assez fier d'avoir créé le fonds pour les victimes des phytos, des agriculteurs, des travailleurs de la terre en général. Parfois, des bébés in utero étaient contaminés, n'étaient pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc désormais, à l'instar du fonds amiante, un fonds phyto-victime. Tous ces combats autour des pesticides sont les miens. Je pense que 1950-2050, on peut en sortir, avoir une agriculture prospère qui nourrisse le monde sans pesticides sortis de la chimie. Alors, j'entends bien. Vous êtes un pro-européen. Oui, pour moi, c'est d'ailleurs, ça a été un des points qui ont fait que candidat de gauche, Oui. Candidat de gauche sur cette circonscription à nouveau, je n'ai pas accepté l'étiquette de la NUP. Justement. Parce qu'il y avait sur le plan programmatique ce que j'ai ressenti comme une défiance à l'Europe il y avait d'autres sujets, mais essentiellement cette question de la désobéissance au traité européen chaque année. Je suis fasciné par la personnalité de Jacques Delors, par les fondateurs de l'Europe, et je crois que dans un monde avec des périls, une montée du totalitarisme qui est terrifiante, on le voit en Ukraine. Il faut consolider l'Europe. Il faut la réformer, bien sûr. Alors justement, on va en revenir sur l'Europe et notamment sur le Parti socialiste. On y reviendra dans un instant. J'ai juste une question par rapport à l'agriculture que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous pensez, c'est pour ça ma question sur le pro-européen, est-ce que vous pensez que cette agriculture française aujourd'hui est menacée par les nouvelles chartes que Bruxelles peut imposer aux pays européens? Ou est-ce que vous pensez, vous, à votre niveau, en tant que député à l'Assemblée, est-ce que vous pensez que effectivement cette agriculture française peut largement s'en sortir avec ce que Bruxelles impose de son côté? Alors je pense que Bruxelles, je vais être clair, Bruxelles nous tire vers le haut. D'accord. D'abord, il protège notre marché intérieur, pas assez, mais il le protège. Moi, je me bats pour que dans nos échanges avec l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, il y ait des clauses miroirs, c'est-à-dire que ce qu'on nous impose, ce qu'on s'impose nous-mêmes, on l'impose aux produits qui sont importés, bien entendu. Je me bats, bien sûr, pour que il y ait une régulation des marchés à l'intérieur de l'Europe pour que les Lituaniens ne soient pas concurrents des Portugais qui le seraient eux-mêmes des Irlandais. Donc on ait une régulation des marchés européens. Je me bats pour toutes ces causes-là, mais je rends hommage à une Europe qui nous tire vers le haut, vers l'agroécologie, parce que ce que nous impose l'Europe en matière de verdissement des politiques agricoles, c'est juste une survie de la productivité agricole à terme, qui est liée à la santé des sols et à la lutte contre le changement climatique. Si on a une agriculture qui sort de l'agroécologie, elle est moins résiliente par rapport au climat, donc elle accélérerait le changement climatique, et d'autre part, voilà. Et puis c'est une question de souveraineté sur le fond. Vous savez, une partie de la richesse agricole et alimentaire de notre pays aujourd'hui est fondée sur deux leurres. Le premier leurre, c'est les engrais azotés. Pour 1 kg de nitrate, d'ammonitrate, il y a aujourd'hui 0,7 litres de gaz russe. Et puis, dans l'alimentation animale, nous dépendons largement d'un soja qui contribue à la déforestation de l'Amazonie. Eh bien, ces deux dépendances-là, il faut les rompre. La solution, c'est l'agroécologie, c'est la coopération. Moi, je suis très fier de la politique, de l'agriculture française et de notre dessein européen. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur l'étiquette. Vous parliez du Parti socialiste. Il y a aujourd'hui donc cette fusion Parti socialiste, la France insoumise. On a cru voir dans la presse que à ce niveau-là, vous étiez plutôt détaché. Clairement détaché, oui, tout à fait. Oui, je le dis sans animosité, hein, mais j'étais favorable à un accord technique.
que les sortants de gauche, que ceux qui sont en situation de gagner s'accordent pour avoir des candidatures équilibrées qui représentent la diversité de la gauche aujourd'hui. On en aura sacrément besoin Oui. pour nous opposer à la politique qui se dessine autour d'Emmanuel Macron. Donc on avait besoin d'une opposition dans sa diversité. Un accord technique aurait été très bien. Moi, j'ai simplement, dès le début, mis en garde contre un accord programmatique qui pouvait appauvrir ce qu'est la diversité de la gauche aujourd'hui. Moi, je suis partisan d'une gauche profondément pro-européenne, d'une gauche social-démocrate et écologiste, et il me semble que cette logique d'accord programmatique remet en cause une partie de ce qui fait la richesse de la gauche aujourd'hui. Pour ma part, en tout cas, c'était une question de cohérence intérieure. Et je constate tous les jours sur le terrain, mais tous les jours sur le terrain, avec des concitoyens qui sont de gauche, que ils sont eux-mêmes à une certaine distance avec cette union. Donc moi j'ai observé, vous savez, j'étais le seul élu socialiste du Grand Est en 2017. Justement. Et j'ai constaté que ceux qui m'ont fait confiance contre Nadine Morano, ceux qui m'ont hissé parmi les élus socialistes, les 3 élus socialistes les mieux élus face à la REM en 2017, et bien tous ceux-là qui viennent de la gauche et du centre, dans leur diversité, étaient profondément divisés par l'accord proposé par notamment Jean-Luc Mélenchon. Donc simplement pour conserver l'unité de cette communauté électorale qui nous a fait confiance jusqu'à présent, et pour ce dernier combat, j'ai choisi d'affirmer une forme d'indépendance qui est pour moi une fidélité à la gauche social-démocrate, écologiste et européenne. On est d'accord, parce que pour les élections de 2017 que vous venez d'évoquer, Dominique Potier, vous avez été réélu à 63%. Ouais, je c'était des suffrages au second tour. Voilà. C'était pas spécialement gagné, mais en tout cas, vous avez... Mais surtout, eu un grand écart entre le résultat des présidentielles et le résultat local. Un résultat notablement différent. Ouais. Oui, et vous avez dit dernièrement, d'ailleurs, pour les élections futures, pour votre candidature, c'était le 6 mai 2022, c'était il n'y a pas longtemps, au lancement de campagne à Villers-le-Sec. Vous avez dit, je cite, « Je me présente comme un candidat social-démocrate, écologiste et européen ». Oui. C'est bien résumé. Tout à fait. J'ai 3 termes que j'ai trouvés. Un social-démocrate, écologiste, européen qui est fier, par exemple, d'avoir porté en 2017 une loi qui oblige les multinationales à prévenir les atteintes graves aux droits humains, le travail des enfants, l'esclavage moderne, mais également les écocides, c'est-à-dire les atteintes graves à l'air, à l'eau, à nos écosystèmes. Et désormais, une multinationale peut être condamnée pour faire travailler des enfants au bout du monde, etc., quel que soit le niveau de sous-traitance d'ailleurs. Et cette loi française qui était tout à fait innovante et audacieuse pour réformer l'ultralibéralisme de cette mondialisation qui détruit nos biens communs, nos écosystèmes, comme parfois la dignité humaine, et bien cette loi a inspiré une directive européenne qui a été publiée le 23 février 2022, et j'espère pouvoir faire que cette loi française, que j'ai eu l'honneur de porter en votre nom, devienne une loi européenne et qu'elle marque une réforme profonde de la mondialisation. Vous savez, l'écologie et la dignité de la personne humaine, c'est le même combat, c'est le combat de la justice. Oui, on est bien d'accord. Je voudrais juste revenir pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, je voudrais revenir sur votre costume de député. On a parlé des différents dossiers que vous gérez à l'Assemblée nationale. Et c'est là qu'on voit que vous êtes un pro-nature, j'ai envie de dire, parce que il y a le dérèglement climatique. Le dérèglement climatique qui, pour vous, et c'est aussi le sujet, parce qu'il y a le secteur agricole, on l'a évoqué tout à l'heure, parce que les dossiers que vous mettez en valeur, en tout cas à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si on peut dire les dossiers que vous mettez en valeur, mais les dossiers que vous traitez en tout cas, il y a la croissance et transformation des entreprises, très important, et puis donc le dérèglement climatique. Un mot sur le dérèglement climatique. C'est le défi de notre génération, c'est le combat majeur de notre génération, c'est une question de vie ou de mort. Je dis toujours, la justice sociale, la justice écologique, c'est notre assurance vie. Et pour ça, il va falloir être plus sobre, il va falloir coopérer, il va falloir innover. Vous savez, j'étais hier à Vicat, c'est 50 millions d'euros d'investissement pour sortir du clinker et avoir des argiles activées. C'est une nouvelle technologie autour du ciment et c'est 50 000 tonnes de CO2 qui vont être économisées.
Je serai bientôt visiter la grande usine sidérurgique de fer à béton de Neuf-Maisons, la SAM. Oui. On étudie actuellement la récupération de la chaleur fatale pour un réseau de chaleur urbain sur l'ensemble de l'agglomération. Et je pourrais vous citer une dizaine d'exemples d'industries, mais également de modes de déplacement qu'on essaie de réinvestir, comme cette ligne 14 qui relie Nancy à Vittel. J'ai porté avec le député Jean-Jacques Gaultier ce dossier à l'échelle nationale. On est en train d'étudier la faisabilité de cette ligne ferroviaire secondaire. Le combat contre le dérèglement climatique par l'isolation de l'habitat sur ce territoire et dans une dynamique que j'ai présidée et animée. C'est plus de 10 millions d'euros d'investissement dans 150 projets communaux publics qui permettent, au-delà des gaz à effet de serre qui ne sont plus émis, qui permettent 800 000 euros d'économie annuelle et 800 000 euros en argent 2021. C'est-à-dire que si on compte en 2022, c'est peut-être 1,2 million ou 1,5 million qui sont économisés dans la dépense publique parce qu'on a isolé des bâtiments. C'est vraiment un combat absolument vital. C'est également celui du partage de la valeur dans les entreprises. J'en parlerai ce soir dans une réunion à Neuf-Maisons, parce que je crois profondément que la part du capital du travail est complètement déphasée, et puis que d'autre part, on a perdu le sens de l'échelle des salaires. Ce que je propose, c'est de revenir à un écart décent, un écart entre 1 et 12. Personne dans notre société, et la crise Covid l'a montré, ne peut gagner en un mois plus que l'autre en un an, puisqu'on a tous besoin les uns des autres. On est d'accord. Dominique Potier, quel est, le matin, quand vous vous rasez, quelle est la chose dont vous êtes le plus fier de ce que vous avez fait en tant que député sur cette mandature qui s'achève? Alors peut-être, si vous permettez, c'est trois choses. Je vais déroger à votre... Je vais essayer d'être un bon élève de votre interview, cher Frédéric, mais là je vais un peu déroger. La première chose, c'est... rien ne me touche plus que la confiance des personnes les plus défavorisées, les plus exclues de notre société, lorsqu'ils m'accordent leur confiance par un sourire, un mot, éventuellement un vote. C'est pour moi ma boussole. C'est ma boussole, c'est le sens de mon engagement. Deux, c'est peut-être cette loi que j'évoquais à l'instant, c'est du devoir de vigilance, parce qu'elle va, par la force du droit, vaincre tout ce qu'il y a de mortifère dans les lois du marché, la loi du plus fort. Elle va remettre du droit, les droits humains, les droits de l'environnement, qui sont en fait une seule et même cause, au cœur de la mondialisation. Et puis enfin, quand je me rase le matin, je me dis que, je pense toujours à cette chanson de Michel Fugain, je n'aurai pas le temps. Donc c'est mon dernier combat politique, c'est mon dernier mandat. Je pense que je ferai de la politique autrement, et jusqu'à mon dernier souffle, je pourrais accompagner, aider une association, un projet local et tout. Je le ferai de toutes mes forces. Et pourquoi pas dans ce média. Mais avec grand plaisir. On va vous accueillir avec grand plaisir. Mais je sais que le temps politique doit être un temps de transmission, et que l'engagement politique doit être un temps limité. J'étais contre le cumul des mandats. J'ai abandonné, vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai abandonné mes combats dans l'année qui a suivi ma première élection de député, alors que ce n'était pas obligatoire. Et je m'étais engagé à pas plus de mandats, 3 maximum. C'est mon dernier combat. Et je sais que je n'aurai pas le temps. Donc mon obsession, elle n'est par réalisme, non pas de finir. Les travaux, ils ne seront jamais finis. C'est de les amener à un point d'aboutissement. Je pense à la réforme foncière, je pense au devoir de vigilance européen, je pense au projet de sortie des pesticides, quelques projets singuliers, et puis l'ambiance du territoire, un écosystème démocratique, apaisé, propre à l'innovation. On est le premier territoire de contrat de transition écologique, vous êtes le premier contrat de relance. Continuer à se faire de ce territoire un territoire de fierté dans les combats contre la pauvreté et contre le dérèglement climatique. Donc continuer à travailler sur le territoire, et puis passer la main à une nouvelle génération, sur le plan politique dans la représentation nationale, mais également dans toutes les responsabilités, qu'elles soient entrepreneuriales, associatives ou politiques et politiques. Alors, je vous ai posé cette question, vous avez 3 points de ce que vous avez aimé en vous rasant. Je vais dire en me coiffant, donc c'est pareil, moi je suis exactement pareil, je ne peux pas me coiffer, mais c'est un autre débat. Mais est-ce que vous avez, quand vous regardez dans le rétroviseur de votre parcours,
sur les 2 mandatures. En tant que député, le dossier, l'élément, les personnes qui vous ont le plus touché, blessé à un point d'avoir une larme? Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit c'est dur? Oui, oui, plusieurs fois. Donc, et aussi bien sous le mandat de François Hollande que d'Emmanuel Macron. C'est notamment le sentiment qui peut arriver lorsqu'on notre travail est détourné et trahi. Qu'il a. J'ai un collègue, Boris Vallaud, qui a une formule qui est très juste. Hein. Il dit il y a pire que de ne pas faire, c'est faire semblant de faire. Hein, Ouais. et j'ai beaucoup suivi Ouais. sur des idées qu'on avait avancées, sur des propositions innovantes, sur des combats qui me semblaient être justes, qui me prenaient aux tripes, qui vraiment où j'engageais tout mon être Ouais. à fond. Le sentiment d'une trahison parce qu'on faisait semblant au lieu de faire. C'est parfois pire que de ne pas faire. On est d'accord. Vous parlez de la vie de député et de l'après. Tout à l'heure, il y a quelques minutes, vous évoquiez que on n'arrête jamais la politique, que vous feriez les choses différemment, ou même dans le tissu associatif. Et ça sera mon dernier point, parce que l'engagement associatif, pour vous, ça a une valeur. Et Moi, je viens là. voilà. J'aimerais bien que vous nous parliez en quelques mots de cette création de Esprit Civique. Esprit Civique, qui est une association qui réunit des personnalités, et c'est un peu un résumé de tout ce qu'on a pu échanger cet après-midi, qui réunit des personnalités de la société civile, du monde politique, et de l'entreprise également, autour d'une culture humaniste. Est-ce que vous pouvez nous en parler en quelques mots? Oui, Jacques Delors a été le parrain de cette association que nous avons créée en 2013. Enfin, donc bientôt 10 ans qu'elle a été créée. En 2013, avec des leaders de mouvements, je pense au Secours catholique, Comité catholique contre la faim et pour le développement, mais également ATD Monde et d'autres leaders qui venaient du monde de l'économie sociale, nous avons fondé ce think tank, ce cercle de réflexion qui organise tous les ans des rencontres à Cluny, qui a organisé des débats à l'Assemblée nationale, pour explorer justement la source humaniste de l'engagement politique. Alors nos références sont celles d'Emmanuel Mounier, de Paul Ricoeur. Elles s'inscrivent dans la tradition sociale chrétienne. Donc c'est une vie associative qui est à côté, mais qui nourrit ma vie politique, mais qui est bien sûr à côté. Et avec les moyens du bord, c'est pas grand-chose, hein, des bouts de ficelle, on essaie de faire vivre cette pensée qui me paraît féconde pour les temps à venir. Elles m'ont même inspiré une tribune publiée par la revue Esprit qui s'appelle Pour une troisième gauche et qui évoque, après la première gauche, celle qu'a incarnée François Mitterrand, Oui. avec le talent que l'on sait, celle qu'a voulu inspirer Michel Rocard d'autre part, comment les deux à la fois ont nourri la vie publique française et en même temps se sont épuisés, comment une troisième gauche pourrait tirer le meilleur parti des deux premières et des défis du temps présent pour apporter des réponses une espérance à la hauteur des Français. Moi, j'ai toujours tendance à penser que je côtoie la génération climat. Oui. Beaucoup étaient à nos côtés, sont encore à nos côtés là pour faire campagne, à Pont-Saint-Vincent, à Domartin. Les jeunes sont très sensibilisés. Hein, oui, alors des jeunes, dans ce cas, des jeunes sont Oui. engagés à nos côtés dans ce combat. Ils sont engagés par ailleurs sur leur propre combat, Bien sûr. autour du climat, etc. Et dans des codes politiques qui ne sont pas les nôtres, et il faut l'accepter. Mais en tout cas, je suis persuadé. On dit que les Français sont devenus virent à droite, que les Français sont devenus individualistes, on dit que machin. Moi, je suis absolument convaincu qu'ils n'ont pas trouvé de parole politique à la hauteur de leur espérance. Et peut-être que Esprit Civique se veut comme l'incubateur d'une génération, parce que je travaille là vraiment pour la suite. On a créé une université, un parcours, un diplôme universitaire qui est offert à des jeunes professionnels, à des jeunes étudiants, à des moins de 30 ans qui peuvent cultiver, encore une fois, les racines intellectuelles, spirituelles de l'engagement politique, les sources profondes, et les confronter aux défis du monde, le dérèglement climatique, la lutte contre la pauvreté, la montée des totalitarismes, la menace sur la démocratie, tout simplement. Tous ces jeunes-là, c'est eux qui trouveront des paroles. Nous ne faisons que bégayer. Ils trouveront la grammaire et la musique. Oui, mais alors, juste un point très rapide. Est-ce que vous pensez, parce que vous parlez de la jeunesse, vous ne trouvez pas que c'est assez paradoxal entre ces jeunes qui veulent une planète plus pure, un code
vraiment différent, un code politique différent par rapport aux décennies passées. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez paradoxal quand on regarde l'abstention sur les différentes élections, que ce soit présidentielle, municipale, législative et autres, ces jeunes s'intéressent à leur avenir. Alors, vous dites qu'à l'instant, vous avez dit qu'ils ne trouvaient pas de représentants, etc. Mais est-ce que vous ne trouvez pas que c'est paradoxal, justement, parce qu'ils s'attachent à l'avenir, aux valeurs de notre pays, aux valeurs de la planète, mais derrière, quand il faut aller voter, ça patine. Alors, c'est pas forcément les mêmes, hein, quand tu es les jeunes, c'est comme quand on dit les paysans, les militaires, voilà, on dit parfois des bêtises parce qu'il y a une diversité, hein. Je sais que il y a eu quand même un sursaut du vote des moins de 30 ans au présidentiel, Oui. il me semble, hein, Oui, voilà, tout tout à à fait fait. prendre comme une bonne nouvelle. Il y a des formes d'engagement dans la culture, dans l'entreprise, qui sont tout à fait le nombre de jeunes qui font de la politique en s'engageant dans l'entreprise. Et puis il y a toute une partie de la jeunesse qui est aujourd'hui méprisée. Je pense à ceux que les sociologues ont décrits, je les connais très bien, hein, c'est ceux qui restent, hein, ceux qui restent, qui n'acceptent pas la mobilité, qui sont souvent dans des jobs mal payés ou en quête d'emploi, qui souffrent des problèmes de mobilité, de ségrégation sociale et territoriale. J'ai envie de dire que c'est mes préférés, c'est pour eux que je me bats. Aujourd'hui, je n'ai pas la baguette magique pour les faire voter, mais j'espère qu'on va retrouver un récit politique qui permettra à la jeunesse à nouveau de s'engager. Vous savez, je suis nourri vraiment de ce courant de pensée-là et je cite souvent ce qu'a été la jeunesse ouvrière chrétienne dans le monde ouvrier, ici à Neuf-Maisons, Bien sûr. partout dans le monde. Le slogan et ce type de récit qu'on a envie d'entendre et que je remis en tête des documents de campagne, c'est « La vie d'un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde. La vie d'un jeune vaut plus que tout l'or du monde. La vie vaut plus que tout l'or du monde. » Bien, merci Dominique Potier Merci, Frédéric. d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'avais tellement de questions à vous poser. Vraiment, il aurait fallu que vous restiez encore un peu plus longtemps Je avec nous. reviendrai, peut-être, ça Pour dépend de revenir. vous le 12 juin. Non, écoutez, revenez. Revenez Ça quand marche. vous voulez, revenez même demain. Merci beaucoup. Alors, comme on le fait habituellement, nous avons le livre d'or et je vais vous demander de mettre votre petite signature sur notre livre d'or Avec une phrase, avec la phrase qui sort de votre cœur, bien évidemment. Pendant que Dominique Potier est en train d'écrire sur notre livre d'or, je vous rappelle, vous qui nous suivez, n'hésitez pas à vous abonner à notre page TV d'ici. Venez, abonnez-vous, soutenez-nous et puis naturellement, on se donne rendez-vous pour d'autres interviews dans les jours à venir. Dominique Potier, un grand merci et j'ai envie de vous dire à demain. Merci Frédéric, merci Merci. beaucoup à la Merci. télévision. À très vite. Au revoir, merci.